Le monde entier, nous assistons tous actuellement à un important développement de la fabrication, du commerce et de la distribution de médicaments. Les agents de santé, notamment les pharmaciens, ne sont plus les seuls agréés à manipuler les produits pharmaceutiques, surtout les médicaments dont la mauvaise conservation fait des poisons. Les patients du Bénin et du monde entier mettent leur santé, voire leur vie en danger en consommant sans savoir, je dirais, par ignorance, les faux médicaments, des médicaments authentiques trafiqués, stockés dans de mauvaises conditions ou périmés, simplement des médicaments devenus des poisons. La criminalité pharmaceutique, 20 fois plus rentable que le trafic de drogue, il faut le dire, mais également insister là-dessus qu'elle rapporterait 115 milliards de dollars tous les ans. Mais aujourd'hui, il ne faut pas voir que le côté économique de la chose. Dans le domaine sanitaire, la criminalité pharmaceutique est devenue un danger public. Qu'en est-il concrètement? Quelle lutte concrète menée pour venir à bout de ces problèmes, de ce phénomène critique? Nous avons sur le plateau des techniciens en la matière. Nous avons aussi des consommateurs et leurs présidents sur le plateau. Déjà, je m'en vais les présenter. Nous avons le docteur Falilou Adebor, il est pharmacien d'officine et en même temps grossiste, distributeur de produits pharmaceutiques. Nous avons aussi à ses côtés Moutiatou, voilà, Toukourou, elle est pharmacienne d'officine. Bonjour à toutes, bonjour. Madame déjà Toukourou, je me permets de vous demander, pour être pharmacien d'officine, il faut étudier pendant combien d'années? Merci, Madame la journaliste. Pour être pharmacien d'officine, d'abord, il faut faire 6 ans d'études universitaires et à la sortie, être inscrite à l'ordre des pharmaciens du Bénin. Sinon, tu ne peux pas exercer. Même si tu as le diplôme, quand tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas exercer ton métier de pharmacien. Cela veut déjà dire que tout ce que nous rencontrons sur le terrain, dans les rues, comme vendeurs de médicaments d'office, ne sont pas des pharmaciens. Ah non, pas du tout, Ils ne madame. peuvent même pas exercer dans la rue. Non, ni ailleurs. Ni ailleurs. Merci beaucoup. Avant de poursuivre le débat, nous allons suivre d'abord cet élément témoin de William Apollinaire Tchoki dans ce que nous appelons le couloir de la mort à Dantokba, à Djegoulé. On suit, on revient. Marché international de Dantokbar à 16 heures les plus chaudes des échanges commerciaux. Sous ces amas de tôle, grouillent des milliers de marchands, autant d'usagers, allant d'un étalage à un autre. Ici à Djegoulé, l'un des plus grands compartiments du marché d'Antokba. Ce nom indique la particularité des commerçants, mais surtout les produits qu'on y trouve, des produits pas comme les autres. Vous voyez la Djegoulé qui est là, on en a tout le temps parlé. Et qu'est-ce qui empêche nos autorités à prendre des dispositions pour faire fermer les kiosques de vente des médicaments? Et c'est ceux-là qui inondent, qui alimentent, qui approvisionnent les cabinets illégalement installés et aussi des structures insoupçonnables qui vont s'approvisionner dans ces marchés. Est-ce que nous devons continuer de cette façon alors qu'il y a bien d'autres pathologies qui nous guettent dont on n'a pas la possibilité de gérer? On manipule les produits pharmaceutiques, on les vend, on conseille, on s'érige en agent de santé, on fait même office de pharmacien. À Djegoulé est l'une des plus grandes plateformes de vente de produits pharmaceutiques dont l'origine est souvent inconnue. Des produits de contrefaçon, des faux médicaments abondent ce marché informel. Pire, les contrôles, les régulations sont pratiquement inexistants. Si on dit que nous sommes là pour pouvoir lutter contre les faux médicaments et que l'État même, à ces niveaux décentralisés, la SOGEMA donne des places à des vendeuses et des vendeurs qui ne sont pas des vendeurs d'autres denrées et ne sont que des vendeurs de produits pharmaceutiques. Comment on peut croire qu'on est en train de lutter vraiment contre les faux médicaments? Selon l'Organisation mondiale de la santé, 200 000 décès pourraient être évités chaque année à travers le monde si les faux médicaments n'étaient pas frauduleusement mis sur le marché pharmaceutique. Merci à vous, William Apollinaire Tchoki, pour cette petite enquête. Nous poursuivons le débat. Je donne déjà la parole au docteur Adebor. Vous êtes grossiste. Lorsqu'on parle du cycle légal du médicament, de quoi s'agit-il concrètement? Je voudrais d'abord faire une rectification. Je ne suis pas pharmacien d'officine. Vous êtes? Je suis pharmacien grossiste. Grossiste. On peut pas être... Quelle est la différence? On ne peut pas être pharmacien d'officine et être grossiste. Parce que le pharmacien d'officine, c'est le détaillant. Et le grossiste, c'est celui qui livre
Aux pharmaciens d'officine. Donc, il ne peut pas concurrencer ses clients. D'accord. Les tests interdisent cela. Mais quand même, vous êtes pharmacien? Je suis pharmacien. D'accord. Alors, lorsqu'on parle du cycle légal, vous êtes grossiste, vous avez précisé cela. Lorsqu'on parle du cycle légal du médicament, de quoi s'agit-il concrètement? Je voudrais d'abord rappeler que la profession de pharmacien au Bénin est solidement encadrée par des textes de loi, notamment les ordonnances qui créent et organisent les ordres de pharmaciens, de médecins, de chirurgiens dentistes et de sages-femmes, et l'ordonnance qui crée le code de déontologie pharmaceutique et aussi la loi 97-020 qui est aujourd'hui une loi très fondamentale dans la profession pharmaceutique. Donc l'usine pharmaceutique, qui remplit certaines normes bien établies, fabrique les médicaments. Et cette usine maintenant livre les médicaments soit aux hôpitaux ou alors aux grossistes répartiteurs. C'est les grossistes répartiteurs qui vont livrer les pharmacies d'officine. Et les pharmacies d'officine vont livrer les dépôts pharmaceutiques. Mais je veux rappeler que le dépôt pharmaceutique, son activité principale n'est pas une activité de vente de médicaments. C'est une activité accessoire de vente de médicaments. Il a d'abord normalement ses sources de revenus et c'est pour aider la population que l'État lui a permis. Un peu une pharmacie décentralisée. C'est ça. Mais je voudrais rappeler aussi que les textes disent que lorsqu'une pharmacie est créée dans les rayons du dépôt, ce dépôt met fin à son activité de vente de médicaments. Et vous êtes sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dépôts et de pharmacies dans les mêmes régions? Malheureusement, c'est à cela que nous assistons. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le combat de l'ordre des pharmaciens pour faire comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas régulières et qu'il faut les combattre. D'accord, d'accord. Alors, docteur Toukourou, vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis. Il manque un chaînon entre l'usine et les grossistes. Le Bénin a encore pris un test pour réglementer ce passage-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout médicament, avant d'être commercialisé par les grossistes répartiteurs, doit avoir une autorisation de mise sur le marché. Et cette autorisation se donne au niveau du ministère géré par la direction des pharmacies. Donc ce n'est pas tous les médicaments qui existent au monde qui peuvent être commercialisés au Bénin. Il y a une liste de médicaments autorisés. C'est ça qu'on doit retrouver au niveau des pharmacies. Maintenant, il y a des maladies spécifiques dont les médicaments ne sont pas enregistrés. On peut commander ça avec une autorisation spéciale que vous demandez au niveau du ministère de la Santé avant de commander ce médicament. Mais comment la liste de ces médicaments autorisés au Bénin, comment la liste est faite? Comment le choix se fait? Sur quelle base? Sur quels critères? Les critères sont simples. Il y a au niveau de l'OMS la liste de médicaments essentiels. Toute cette liste-là existe, on s'en inspire et on voit les pathologies courantes dans chaque pays. Chaque pays complète cette liste-là de l'OMS par ces pathologies-là. Et c'est comme ça que cette liste est réalisée et actualisée chaque année ou tous les 2 ans, selon les besoins qui s'expriment dans le pays. Aujourd'hui, lorsque le CICU n'est pas légal, c'est qu'il est illégal. Et c'est là, nous parlons des faux médicaments certainement. Alors, lorsqu'on parle aussi de médicaments, il y a aussi les génériques. Est-ce que les génériques aussi ne sont pas en tant que tels de faux médicaments? Non, je vais vous expliquer. Oui. Alors, le médicament est fabriqué et le laboratoire qui a fabriqué ce médicament, c'est comme ça une organisation mondiale. Au niveau de l'organisation mondiale de la santé, tu envoies le nom de ta molécule au niveau d'un service de l'OMS et on lui donne un nom. On appelle ça la DCI, la dénomination commune internationale, qui est commun à tout le monde. Tu arrives dans un pays, ce médicament-là, cette dénomination, c'est ça. Pour qu'il n'y ait pas de confusion,
Donc, après cette dénomination commune internationale, le laboratoire qui a découvert, ou bien qui a conçu ce médicament, donne en plus maintenant un nom commercial. Est-ce que vous voyez? Pour vous donner un exemple, vous avez le paracétamol, par exemple, qui est la dénomination commune internationale, mais vous avez l'efferalgan, vous avez le doliprane, vous avez etc. Ça, c'est des noms de spécialité, on dit ça, c'est des noms commerciaux. Donc, la législation mondiale a demandé à ce que pour le médicament étant un produit spécial, comme on le dit, un produit social, si tu découvres ton médicament, on te donne le monopole de vendre ça toi tout seul pendant 20 ans ou 30 ans. Au bout de 20 ans ou 30 ans, ça tombe dans le domaine public. Et à partir de cet instant, d'autres laboratoires qui ont la capacité de fabriquer peuvent le fabriquer. Donc, du coup, ça diminue le prix de ce médicament parce que les autres qui ont découvert, voilà, la concurrence est dans, mais c'est sous dénomination commune internationale. Est-ce que vous voyez? C'est ça le générique. Donc, c'est ça qui explique que le médicament générique est moins cher que le princeps. Ce qui fait croire que c'est du faux. Non, ce n'est pas faux. Par contre, les médicaments génériques aussi sont falsifiés. Il y a des gens qui falsifient aussi les médicaments génériques. Donc, le faux se trouve dans les deux secteurs. Secteur commercial sous dénomination commerciale et sous dénomination générique. Voilà. Alors, oui, je voudrais ajouter que le générique est moins cher, pas parce qu'il n'est pas bon. Le générique est moins cher parce que le médicament Princeps qui est fait, normalement, son prix auquel il est vendu, ce prix-là a pris en compte les frais de recherche, qui sont des frais énormes. À partir du moment où ce produit est tombé dans le domaine public, donc celui qui est supposé fabriquer ce produit n'ajoute plus les frais de recherche. C'est ce qui fait qu'on a des génériques qui sont 30%, 40%, même 50% moins chers que le médicament et Princeps. Partout aujourd'hui, on crée faux médicaments, mais quelle est la nature de ces faux médicaments? Tout médicament qu'on ne contrôle pas est sujet à des drames. Et c'est pour ça que nous définissons comme faux médicaments tout médicament qui sort du circuit infirmier. C'est les médicaments. Mais dans les pharmacies, est-ce que le médicament est contrôlé? Non, je vous dis. Les médicaments qu'on appelle faux médicaments, souvent, c'est les médicaments qui sont sous-dosés. Ça veut dire qu'à une dose inférieure à la dose qui devait être, ou c'est des médicaments qui ne contiennent pas du tout de principe actif, donc qui sont peut-être emballés exactement comme le vrai médicament, mais en fait, son contenu ne répond pas à la composition qui devrait être la sienne. Donc c'est pour ça qu'on définit ça comme faux médicament. Si on entre dans les détails, on ne va pas s'en sortir, les gens ne comprennent pas. Restons dans la légalité de nos tests qui définit ceux qui doivent commercialiser les médicaments et ceux qui ne doivent pas le faire. Ceux qui ne le font pas, ils sont dans la légalité, on ne les maîtrise pas, donc ils sont sujets à avoir des médicaments qui ne répondent pas aux normes qui sont sur les boîtes. Nous allons donner la parole au docteur Gonçalves. Je crois qu'il a quelques médicaments avec lui, en tout cas qu'il dit sont des faux médicaments. Il va nous démontrer un peu pourquoi ces médicaments sont des faux. Docteur, présentez-vous déjà. Arthur Gonçalves, pharmacien. D'accord. Les faux médicaments existent bel et bien. Parfois, quand on fait des émissions, les gens se disent non, que c'est les mêmes médicaments que vous avez dans les officines qui sont à Dantokba. Est-ce que ce n'est pas le cas? Je dis non. Je vous donne des exemples ici. Ici, par exemple, vous avez un sérum antititanique. C'est du faux. Le vrai se présente comment? Le vrai est beaucoup plus petit que ça. Oui, nous allons demander au docteur de se lever pour que les téléspectateurs puissent bien le voir. C'est bon? Voilà, oui, c'est bon. Voici votre caméra. Voilà, oui. Voilà le sérum antititanique. Ça, là, c'est au cours de l'opération porc-épi que nous avions saisi ça à Dantokba, dans des glacières. Dans des glacières? Si, dans des glacières. Leur réfrigérateur à eux, certainement. Voilà. Donc, c'est un faux. C'est de l'eau qu'il y a dedans. De l'eau? Il n'y a pas de principe actif. Ça, c'est le premier. Je vous montre encore
du Coatem. Oui. Le Coatem. Oui. Parmi les deux, est-ce que vous pouvez me dire lequel est faux ici? Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Ce Coatem est faux. Celui-là. De couleur verte, c'est là, oui. Il est faux. Pourquoi? Il n'y a que du maïs, de l'amidon et du plat là-dedans. Le vrai, c'est celui-ci. Et pourtant, nous avions eu ces médicaments-là, ces faux-là, Oui. dans des centres de santé. Dans des centres de santé. Si, on a saisi ça dans des centres de santé. Nous avons tous les Comment noms. est-ce que ces médicaments ont pu atterrir dans des centres de Tout santé simplement, qui c'est sont ce que reconnus comme... l'ancien vice-président expliquait. Quand vous passez outre la loi Oui. et vous allez vous faire livrer par des structures non agréées, vous avez la forte chance d'avoir dans vos centres de santé Oui. des faux Des médicaments. faux médicaments. Cela m'amène à vous demander, lorsque nous avons très souvent, on croise les délégués médicaux avec des médicaments. Les délégués médicaux est-ce que ne le sont problème- pas autorisés à vendre des médicaments. Mais ils peuvent aller proposer des médicaments nouvellement sortis aux Non, médecins. ils n'ont pas ce droit. Ah bon? C'est des abus que nous voyons sur le territoire. Ils n'ont pas ce droit. Le délégué est là pour l'information médicale du médicament ou bien l'information pharmaceutique du médicament quand il est dans les officines. C'est pour l'information, voyez-vous. Donc, si on retrouve déjà de ces genres de médicaments des dans mo- les et il y hôpitaux, a ça des veut dire que ça, modèles- on peut les retrouver aussi dans les pharmacies. Vous ne trouverez pas dans les pharmacies, à moins que ce pharmacien n'ait pas pris par le circuit légal. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible. S'il n'a pas pris ce... Il y a des brebis galeuses dans toute corporation. Et nous, notre rôle, c'est de traquer les brebis galeuses. Vaille que vaille. Mais déjà, au Bénin, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on en rencontre des faux médicaments dans des pharmacies? Je dis, c'est le cœur serré, la gorge nouée que je vous dis oui, qu'il y a des faux médicaments dans certaines pharmacies. Toutes ces pharmacies qui ne veulent pas obtempérer et suivre les instructions de l'ordre Oui. et qui vont prendre des médicaments hors circuit formel, vous pouvez trouver des faux médicaments chez eux. Madame Toukourou, vous avez été président de l'ordre, même s'il y a des problèmes actuellement, mais quelles sont les actions que vous menez pour, je dirais, parce que la mission première de l'ordre aussi, c'est la moralité. Si des faux médicaments se retrouvent dans des pharmacies, c'est que la moralité a déserté le forum, comme on le dit. Oui, merci madame. Le docteur Gonçalves l'a dit, les brebis galeuses, il y en a dans toutes les professions. Et au niveau de l'ordre, nous n'avons jamais manqué de faire de la sensibilisation auprès de nos membres. Faites attention, ne vous approvisionnez pas dans des circuits que vous ne maîtrisez pas. Nous ne pouvons que faire ça. Et si jamais on a une preuve, parce qu'on ne peut pas accuser sans preuve, une preuve Voilà. qu'un faux médicament se trouve dans une pharmacie, ce pharmacien sera puni. Mais est-ce que Nous avons- vous avez eu des preuves? On a eu une preuve par rapport à la vente d'un pharmacien dans le circuit informel. Donc, C'est ça. les pharmacies livrent Le circuit. les circuits Voilà, informels. c'est interdit parce que ça, c'est une complicité d'exercice illégal de la profession. Donc là, ce pharmacien se retrouve devant la chambre de discipline. Est-ce que vous voyez Et donc? quelle est la suite lorsqu'il se retrouve devant la chambre de discipline? Mais c'est un tribunal, je vous dis, la chambre de discipline. Et il y a les sanctions qui sont prévues par les tests. Ce n'est pas la tête du client. Parce Donc, que nous savons qu'il y a des dossiers du genre toujours devant les tribunaux aujourd'hui. Oui, mais on n'a pas encore abouti à la fin du procès. C'est en cours. Donc, nous sommes dans un pays de droit. On ne peut pas se lever et aller punir quelqu'un sur la base de rumeurs, mais il y a une preuve, il y a une procédure et ça suit
la procédure... Mais est-ce que la procédure peut amener ce pharmacien-là à être radié? Ah oui, absolument, absolument. Cette procédure, tout est prévu dans les tests. Il peut y avoir le blâme, l'avertissement, fermeture allant de un mois ou bien à une année, mais sous ou bien votre règne, radiation. Sous votre règne, lorsqu'on va prendre, il y a encore quelques années où, bon, seul ordre au Bénin, est-ce que vous en avez connu, vous avez eu à radier des pharmaciens? Je vous dis que le seul cas que nous avons eu, c'est encore en cours et on n'a pas terminé. Donc, on ne peut pas en parler. Depuis combien d'années? Vous savez, c'est un procès et c'est un magistrat qui préside. Mais pour l'instant, la pharmacie est toujours fonctionnelle, ça s'ouvre toujours, ça livre des produits aux patients. Oui, mais c'est la loi, madame. On ne peut pas condamner quelqu'un quand le procès n'est pas fini, c'est ça. Hein? Mais cela m'amène à vous poser la question, vous, Francis. Comment le contrôle se fait? Est-ce qu'il y a des contrôles dans les pharmacies? Je vais dire que tous les produits que les grossistes commercialisent sont des produits qui sont réglementairement enregistrés au niveau de la direction des pharmacies. Donc, tous les grossistes? Oui. Cela suppose que c'est des produits qui sont contrôlés. Et c'est ces produits que nous importons auprès des laboratoires et que nous livrons aux pharmaciens d'officine qui livrent au public. Maintenant, quand on parle de vente et dans l'informel, le pharmacien qui va livrer, comment ça s'appelle, qui va faire livrer le marché, je pense que tout le monde est un peu responsable. Parce qu'on doit prendre nos responsabilités. Lorsque toi, un grossiste, tu as une demande de pharmacie avec un volume important, donc tu sais que ce volume va être vendu en pharmacie, tu dois te poser des questions et refuser de livrer cette quantité-là. Parce que tu sais que ce n'est pas pour sa pharmacie, c'est pour aller vendre. Moi, je vais vous dire, nous nous sommes battus ici contre la vente, contre la promotion des unités gratuites. Pourquoi? On n'avait rien contre les unités gratuites, mais on s'est rendu compte que les produits à unité gratuite sont les produits qu'on retrouve le plus sur le marché. Donc, on a commencé par lutter et ça a abouti. Le Bénin est aujourd'hui pratiquement le seul pays où il n'y a pas d'unité gratuite. Ça veut dire que... Qu'est-ce que nous attendons? C'est mieux? Non, c'est bon. Ça veut dire qu'à partir du moment où on empêche les gens d'avoir des volumes importants qu'ils vont livrer sur le marché, et que, bon, je crois que c'est bon, c'est une lutte contre l'informel. Docteur Gonsalves? Oui, et justement... On vous aura toujours debout. Toujours debout? Oui. Ok. Justement, mais comme le disait la présidente tout à l'heure, les pharmaciens qui se livrent à ce genre de commerce sont exposés et à plusieurs titres. Parce que nous avions la chambre de discipline qui est en marche actuellement, mais qui ne peut que condamner les pharmaciens. Que les pharmaciens. Ah oui, c'est les pharmaciens. Oui. Chez les pharmaciens. Voilà. Ce même pharmacien peut être traduit pour le pénal et pour le civil devant le tribunal. Voyez-vous, il peut être traduit. Les tribunaux ont réellement, la justice béninoise a réellement les moyens, les armes adéquates pour... Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous avions déjà des tests qui sont là, il faut l'appliquer. Mais nous remarquons, dans le même temps que les tests qui y sont un peu faibles. Il y a une faiblesse juridique au niveau de nos tests. Il faut revoir ça. Il faut à quel niveau, par exemple? Il faut adapter... Au niveau des sanctions. Il faut adapter ces tests-là aujourd'hui à la criminalité pharmaceutique. Parce qu'il faut quitter la faute. Il faut quitter l'erreur pour la faute pour le crime. Aujourd'hui, c'est un délit, c'est un crime. On ne parle plus de vente illicite comme ça, on parle de criminalité pharmaceutique. Donc, à partir du moment où c'est un crime, vous avez jusqu'à la réclusion criminelle quand vous vendez le médicament. Et il faille que la convention Médicrime, qui est là actuellement, nous allons vers cette convention Médicrime au niveau de nos tribunaux. Voyez-vous. Mais n'empêche qu'au niveau de la chambre de discipline aussi, que nos magistrats soient bien outillés et que les pressions politiques cessent
pour que les dossiers puissent aboutir facilement. Disons les choses telles qu'elles sont. Et vous comprenez bien ce que je suis en train de dire par là. Et je n'ai pas fini, Madame Heureuse, en vous disant que s'il y a eu 2 ordres, c'est à cause des faux médicaments. Bon, on ne parle même pas des ordres ici parce que c'est un problème vraiment délicat. Nous allons beaucoup plus sensibiliser les populations parce que ce sont elles aujourd'hui qui sont beaucoup plus face à ces médicaments. On dit que selon l'OMS, 15% de ces médicaments sont en circulation, 15% seraient des faux. Et 30 à 70% seraient dans des pays d'Afrique. Là, je dirais c'est vraiment un crime, comme le dit le docteur Gonçalves. Comment se fait-il que l'Afrique soit aujourd'hui, je dirais, une plaque tournante? C'est parce que les tests ne nous protègent pas suffisamment. Et les frontières sont poreuses. Voilà. Il y a des brebis déjà, galeuses. lorsqu'on prend le Nigeria, nous avons plusieurs frontières. Oui, mais il y a des brebis galeuses à tous les niveaux. C'est dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, nous gérons comme si on était en famille. C'est-à-dire qu'on se connaît tous et on se protège tous. On se refuse d'appliquer les tests. C'est ça encore notre grosse faiblesse. Et on est tous parrainés, je dirais. Oui, à la limite, c'est ça qui fait encore notre grosse faiblesse. Sinon, nous savons tous que dans les pays développés, il y a des faux médicaments. Mais c'est limite. C'est surtout chez nous que ce commerce est hyper florissant. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait quand même 20 fois plus que ce que rapporte le trafic. C'est pour ça qu'on se demande si on pourra réellement lutter contre. On peut lutter contre. On va revenir là-dessus. Nous avons le président d'association, le président du Conseil national, je dirais, voilà, des consommateurs, président Omer Akombessi. Vous avez la parole. Dites-nous un peu, bien sûr, en vous levant, dites-nous un peu, vous, vos actions contre cela. Si aujourd'hui, vos proches, je dirais, vos voisins, des familles à vous, sont toujours face à des faux médicaments, dans la rue, partout, quelles sont les actions? Et selon vous, pourquoi aujourd'hui la population n'arrive pas à s'en empêcher? Voilà. Pourtant, nous avons des pharmacies. Merci. Je crois que c'est une question tellement importante que depuis, nous sommes en train de réfléchir tous les jours par rapport à ce que nous voyons, à ce que nous vivons, puisque quand ce n'est pas un frère à vous, c'est peut-être votre belle famille ou c'est peut-être un collaborateur qui, parce qu'il a été peut-être un peu souffrant, vous savez, il y a la pratique de l'automédication qui est très courante chez nous. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça le meilleur véhicule de ce processus de la vente illicite des médicaments. Parce que si vous passiez régulièrement par un médecin, il vous aurait pris le soin de vous dire, attention, allez dans une pharmacie d'officine. Mais vous êtes président d'association de consommateurs, je suis aussi consommatrice. Si on nous dit aujourd'hui, bon, on les remercie déjà pour la franchise qu'il y a des faux médicaments dans les pharmacies, dans les hôpitaux, à qui devons-nous faire confiance aujourd'hui? Oui, la différence c'est que quand vous allez dans une pharmacie d'officine et que vous prenez le médicament et que éventuellement, au niveau de votre médecin, des problèmes se posent, on peut faire la traçabilité parce qu'on sait que ça provient de telle pharmacie d'officine. Ça, c'est vrai, tout à fait. Mais quand vous ne faites pas ça, vous savez, dans la vie, il y a 2 choix. On dit il vaut mieux se positionner là où il y a le moins de mal. Oui. Si vous allez vers là où vous êtes sûr, à près de 90%, sinon 100%, que vous n'avez aucune chance d'avoir le bon médicament, mais vous prenez tout le risque et vous le prenez de façon consciente. Maintenant, les actions que nous on mène, c'est d'abord la sensibilisation. L'éducation, parce que c'est ça notre véritable outil en tant qu'association de consommateurs. La sensibilisation. Mais nous organisons aussi des plaidoyers en direction de l'État et de plusieurs organisations sur le plan international, parce que vous voyez par exemple l'appel de Cotonou. Ça, le 12 octobre 2009, c'est l'un des outils que nous utilisons le plus aujourd'hui parce que nous nous disons, si c'est une fondation internationale, comme la Fondation Chirac, qui vient au Bénin et qui se préoccupe des citoyens consommateurs béninois, je crois qu'en utilisant ça pour communiquer avec les consommateurs, nous pourrions mieux convaincre. Et vous savez, malheureusement, chez nous, il semble que c'est quand le blanc même vient nous dire il y a problème qu'on prend conscience. Mais à part ça, parfois, nous ne faisons pas beaucoup de cadeaux aux dirigeants que nous avons. Pourquoi?
les tests chez nous sont fragiles. La mise en œuvre, l'application des tests est fragile. Vous réalisez par exemple que dans la loi 2007-21 portant protection du consommateur en République du Bénin, il est prévu dans son article 11 qu'aucun produit ne doit être mis en consommation s'il n'observe un certain nombre de normes parlant de qualité. Et donc, si aujourd'hui ces produits sont sur le marché, ça veut dire que l'État a quelque part manqué un chaînon. Et de l'autre côté, quand vous allez vers la Constitution de la République du Bénin, dans son article 8, il est dit que la personne humaine est sacrée et inviolable. Oui. Et le législateur complète que l'État a l'obligation absolue de la respecter, de la protéger. À partir de ce moment donné, est-ce que l'État met tout en œuvre pour protéger le consommateur des médicaments? Parce que là, maintenant, tout se résume au niveau de l'État, puisqu'on dit l'ordre ne peut rien faire si ce n'est pas au niveau des pharmaciens. Le problème, c'est que l'ordre, pour ce que j'en sais, ne peut réguler que les pharmaciens qui sont au niveau de l'ordre. De l'ordre, voilà. L'ordre peut mener des actions toujours avec l'aide de l'État, parce que vous imaginez, s'ils veulent aller arrêter un produit, exactement comme nous le faisons aussi, c'est avec les forces de l'ordre. Et le problème souvent, c'est l'aboutissement. Voilà. Au niveau de la justice, il faut que la justice nous accompagne. La justice est celle qui dit, l'institution qui dit le dernier mot. Mais selon vous, est-ce que cette lutte pourra réellement atteindre ces objectifs? Je suis persuadé. Vous savez, quand on compare les peuples qui se développent aux peuples qui ne se développent pas ou qui sont à ce niveau auquel nous sommes, la différence fondamentale se trouve au niveau de la variabilité de la volonté. Il n'est rien d'impossible à l'humain. Nous sommes tous nés avec les mêmes forces, les mêmes énergies. Il n'y a pas de différence entre les Occidentaux et nous. La différence, c'est simplement que nous, on manque de volonté, on manque de déterminisme. Et donc, il appartient maintenant aux citoyens consommateurs béninois de commencer par prendre conscience de l'enjeu, parce que ça peut arriver à tout le monde. Je me rappelle, il y a eu un cas au Nigeria comme ça, où c'est la responsable, un peu comme la direction des produits pharmaceutiques au Bénin, la DPMED au Bénin, une structure comme ça au Nigeria, où la dame a eu sa fille qui a été victime de la consommation de produits illicites et elle en est décédée. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déclenché une lutte implacable qui aujourd'hui a permis d'obtenir un résultat de réduction de près de 50%. Nous n'allons pas attendre perdre autant de vies humaines avant de mener une lutte aussi forte. C'est pour cela que nous attirons l'attention de tout le monde sur la question pour dire il faut l'engagement citoyen de la part de tous, et surtout une synergie d'action, voilà. En sorte que les autorités se rendent compte que nous, citoyens, qui les avons élus, qui les avons mis là pour faire notre bonheur, nous voulons réellement avoir un panier de la ménagère qui est meilleur. Et donc, il faut la pression populaire et il faut que la presse nous accompagne. Il faut que nous vous accompagnons et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Nous vous en remercions. Mais ce que je veux davantage, c'est que quand nous allons faire, par exemple, des bulletins de rapports citoyens par rapport à ce genre de préoccupations, qu'il y ait une large couverture et que, pourquoi pas, chaque presse en parle au moins une fois par jour, même si c'est pour lui accorder une minute. Merci beaucoup. Mais déjà, voilà, vous parlez de plus d'actions pour donner plus de visibilité à la chose. Mais nous constatons qu'au niveau des OMD, aujourd'hui, on parle d'ODD, on n'en a même pas fait cas. Est-ce que c'est une lutte, je dirais, à visage non découvert que nous faisons? Oui, madame la journaliste, vous savez, les ODD, c'est penser ailleurs. C'est pas nous. Nous ne prenons pas en compte. Mais les faux médicaments, c'est partout aussi. C'est partout aujourd'hui dans le monde entier. On est en train de parler des ODD qui ne mentionnent, qui n'adressent pas ce phénomène-là. Je vous dis que le laboratoire des ODD, ce n'est pas dans nos pays. Ces pays-là n'ont pas ce problème-là. C'est à nous d'ajouter ces genres de choses. Oui, c'est nos pays. Nous avons nos réalités. Nous devons... Personne ne nous impose ce que nous devons. Mais aujourd'hui, je crois que chaque pays a sa feuille de route. Lorsqu'on parle d'ODD, a fait ses propositions. Est-ce que cela n'a pas été fait au Bénin? Certainement. On n'a pas vu, on n'a pas encore vu ce phénomène-là adressé par les ODD. J'espère que les gens sont en train de nous écouter. On en a parlé le 12 octobre dernier, quand on a fait notre conférence
de prêtre pour signaler que dans les ODD, nous ne trouvons pas ce phénomène adressé. J'espère que ce chemin faisant, on va insérer ce problème-là dans leur feuille de route. Voilà. D'accord. Faux médicaments, aujourd'hui, on se demande si ce n'est pas une lutte d'intérêt. Vous êtes grossiste, ce qui est sûr, ça porte un coup à vos chiffres d'affaires et autres. Moi, je pense que si on se positionne comme ça, nous allons passer à côté. Quel intérêt avez-vous à aller utiliser un médicament dont vous êtes sûr que vous allez en partir, que d'acheter, que de vous adresser à une structure où vous savez que vous avez beaucoup de chances d'être guéri et que s'il y a un problème, cette structure peut être poursuivie devant la justice, tant que nous sommes dans un état de droit. D'accord. Nous avons un autre pharmacien à qui nous allons remettre. Voilà, vous avez le micro? Voilà. Très rapidement, présentez-vous, vous devez vous présenter et vous nous dites très rapidement les dangers, parce qu'on nous parle de faux médicaments, mais est-ce que cela a réellement des dangers sur la santé? Docteur Biobegui. La question n'a peut-être pas sa raison d'être, mais il faut aussi convaincre ceux qui sont toujours ignorants. Oui. Je me présente Docteur Biobegui Iliassou, pharmacien d'officine. Oui. Et c'est vrai, si nous prenons le cas, allons au CNHU par exemple et voyons le cas de ceux qui sont dans le service des dialysés. Il y en a plein. Les insuffisances rénales, tout ça là, il y en a plein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux aller vers une structure agréée et être sûr de pouvoir avoir un résultat un meilleur résultat au niveau de la santé. En tenant compte du fait que si dans une officine, il y a un problème par rapport à ce médicament, vous pouvez traduire l'officine et le pharmacien en justice et pouvoir avoir gain de cause. D'accord. Je vais peut-être redonner la parole à son doyen, je me permets de le dire. Toujours, vous allez vous lever. Les réels dangers. Vous pouvez appuyer ce qu'il a eu à dire? La définition du médicament, en termes grecs, pharmacon, ça veut dire poison. Le médicament, sans être faux, déjà un poison. C'est un poison. C'est pour ça qu'on nous prescrit. Oui, on va vous prescrire parce que il y a des gens qui ont fait des non-études universitaires qui sont maintenant habilités à vous prescrire ça. Ils savent quoi mettre sur quoi pour que vous soyez guéri. Donc déjà là, il y a un réel problème pour ceux-là qui n'ont pas appris le métier et qui s'improvisent. Autrement, je dis tout simplement, celui qui va acheter au marché un médicament ou bien dans la rue, il achète la mort avec son propre argent. Un double poison. Ça fait un double ou bien un triple poison. Avec son propre argent, il va s'acheter la mort. Parce que, tout à l'heure nous l'avons dit, tout médicament qui sort du circuit formel est un faux parce que vous ne maîtrisez plus les manipulations, ne sont plus dans les mains expertes du technicien du médicament. Et à ce titre, déjà, on peut faire toute manipulation et vous allez prendre ça au marché. Si vous essayez des cyclines qu'on vous expose au marché, à quelque température que ce soit, ça crée des dommages en vous. Les dommages, vous pouvez les avoir sur le champ ou bien à long terme. À long terme. Bien entendu. Vous avez vu la dernière fois, quelques jours avant le 12 octobre, sur une chaîne de la télévision, une dame est partie prendre un antipaludique pour sa fille de 6 ans. Et qu'est-ce que la fille a eu? Une brûlure. Une brûlure, un médicament contre le palu. Une brûlure, on appelle ça, en termes techniques, un syndrome de Lyell. Ça, c'est ce que vous avez vu à l'extérieur. Donc, à l'intérieur, ça bousille énormément de choses. Madame Heureuse, je vous ai montré tout à l'heure les faux médicaments contre le palu. Il y a le plasmodium qui est là, vous mettez du maïs là-dessus. Ça vous amène facilement vers 1 euro par lui et la mort. Donc c'est une mort pour moi, c'est une mort assurée que d'aller au marché. C'est une mort, vous achetez la mort quand vous allez au marché. Mais sur ces médicaments déjà, qu'on appelle aujourd'hui faux, est-ce qu'il est inscrit dans la composition maïs, tout ça, pour permettre, parce qu'on dit que le produit se retrouve dans les pharmacies et encore dans la rue. Non, par exemple, c'est le laboratoire même. Nous, on a pris soin de laisser les médicaments au laboratoire même et à d'autres organismes pour faire le contrôle. Voyez-vous?
C'est-à-dire, c'est des gens qui doivent être traqués de toutes parts. Ils sont conscients qu'ils sont en train de vendre la mort. La mort, d'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous allons remettre, nous avons au moins la chance d'avoir un conducteur de taxi-moto ici. Merci beaucoup d'être là. Présentez-vous. Bonsoir. Oui. Je m'appelle Akangossi Arsène. Oui. Approchez un peu le micro. Je m'appelle Akangossi Arsène. Oui. Je suis un conducteur du ZIM. Oui. Et nous, les ZIM, on a toujours besoin d'un médicament pour calmer les douleurs de santé. Bon, avant, je prenais un médicament on appelle Passion, c'est en poudre. Passion. Passion. Oui, on va, bon, d'accord. On ne va pas citer de nom. Oui, on verse ça dans l'eau, ça fait, on prend ça, on est, le douleur calme. Le douleur calme. Bon. C'est ça que je prenais. Mais vous achetez souvent ça où? Dans les pharmacies? Non. Où? On achetait ça sur les marchés. Ceux qui vendent ça sur les marchés. Bon, maintenant, après ça, le temps vient, il y a un médicament qui est sorti encore sur le marché, on appelle ça Tramadol. On ne va pas citer de nom, s'il vous plaît. On ne va pas citer de nom. Mais dites-moi déjà, vous, pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous en procurer en pharmacie? Vous préférez le marché noir? Bon, pourquoi la rue? Bon, avant que nous les aimions, on prend les médicaments comme ça. C'est nos collègues qui vont prendre le médicament. Ils vont nous dire que le médicament là, que j'ai pris là, vraiment... L'information va de bouche à oreille. Oui, j'ai travaillé bien. Et moi, bon, il y a un collègue qui m'a indiqué un médicament comme Tramadol. Et je commence pas à avaler. Ça vous donne plus de force? Oui, je travaille, je trouve au moins 10 000 par jour. Bon, je commence pas à consommer le médicament. Un jour, je suis sur la moto, je commence pas à perdre la vue. Pas perdre la vue? Oui, je commence pas à perdre la vue et c'est difficile que je suis rentré chez moi le jour-là. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la consommation de ce produit qui vous donne ces problèmes visuels? Attends. Bon, lorsque ça m'a commencé comme ça, bon, je suis retourné à la ville le matin. J'ai vu un frère et je lui ai dit que vraiment, ce n'est pas facile que je me suis rentré hier à la maison. Bon, quand je prends le médicament, si je vais uriner, c'est difficile de uriner. C'est difficile. Ça, après les problèmes de vue, oui, c'est difficile d'uriner. Oui, c'est difficile d'uriner. Bon, c'est difficile d'uriner. Un jour, je voulais s'amuser avec ma femme. Mon mangala n'est pas réveillé. Là, est-ce que vous tendez vers l'impuissance? Oui. Actuellement, vous êtes toujours puissant? Oui, attends. Maintenant, bon, je ne comprends pas. Je ne peux pas s'amuser avec ma femme. Maintenant, je suis rentré dans la ville. J'ai vu un collègue, j'ai dit mon frère, le médicament qu'on prend pour travailler là, c'est comme ça que ça fait. Je ne vais pas réveiller pour s'amuser avec ma femme. Il m'a dit que c'est comme ça. Donc eux-mêmes, ils en sont conscients? Oui, il m'a dit que c'est comme ça que ça fait. Mais si tu as commencé par prendre le médicament, le matin, si tu te réveilles, si tu ne prends pas, si tu quittes à Zobo comme ça, pour venir dans la ville, tu dois, même si les clients t'arrêtent, tu ne peux pas les prendre. Tu dois venir vide pour aller prendre le médicament d'abord avant de commencer à travailler. Donc, sans le médicament, vous n'arrivez plus à fonctionner? Non, parce que quand tu commences pas à prendre le médicament, c'est comme que ça change le corps. Sans le médicament, le corps ne peut pas travailler. Bon. Mais dis donc, vous êtes vraiment dépendant du médicament. Donc, maintenant, ce qui m'a fait vraiment dangereux est que j'ai essayé de traiter un autre médicament pour me réveiller. Lorsque je me suis réveillé, déjà au niveau de votre puissance? Oui. D'accord. Maintenant, lorsque je me suis réveillé, lorsque j'ai éjaculé, mon sperme est devenu lourd. Décidément. Et les médecins sont là, en tout cas, ils vont nous donner des explications. Et j'ai vu encore mon collègue, j'ai dit, mon frère, mon sperme c'est devenu lourd. Il a dit, c'est comme ça. Parce que nous sommes dans les tontines, nous sommes dans les contrats. Et comment le médicament, là, nous donne de l'argent. On ne pense plus de femmes, on ne pense plus de ça.
On cherche que de l'argent. Et quand tu rentres dedans, c'est difficile de sortir. Mais aujourd'hui, pourquoi vous avez décidé de... Parce que tout le monde ne témoigne pas. Pourquoi vous avez décidé de témoigner? Parce que moi, ma femme m'a dit, mon mari, qu'est-ce qui ne va pas? Et je suis allé à la pharmacie pour expliquer ça à la pharmacie nouvelle. Les filles qui vendent là, moi avec quand j'ai besoin, quelque chose me passe dans mon corps, je viens chez elles. Pour avoir des conseils. Vous voyez vous-même, vous avez pu faire face aux réelles conséquences négatives de la consommation des produits de mauvaise qualité. Voilà. Sur le marché, vous étiez sur le marché. Et la qualité, c'était coûteux, ce que vous prenez, les produits fortifiants que vous prenez, ça coûtait combien approximativement? Cela vous coûtait combien? Avec combien vous achetez ça, le prix? Le prix, c'est à 50 francs, 100 francs. Et on nous met ça dans les thés, on prend. Mais sur son témoignage, est-ce qu'il faut dire que, parce que nous savons que nous avons des cabarets et autres où il y a beaucoup de conducteurs de taxis, motos et médicaments qui se retrouvent là les matins, dans l'après-midi aussi, les soirs. Et ça dit que la majorité des conducteurs de médicaments aujourd'hui sont devenus en tout cas, sont en train de tendre vers l'impuissance, docteur. Ah, c'est bien, disons que... Parce qu'ils font beaucoup plus face à la chose. Non, disons que c'est possible, parce qu'en fait, tout ce qu'il a énuméré, c'est les effets néfastes des drogues. Bon, en plus, le produit qu'il a dit, peut-être que ce n'est pas le vrai produit. La dose qu'il y a dedans, c'est peut-être pas la dose qu'il faut. Voilà, parce qu'il a eu à citer, il a donné le nom, on ne va pas revenir sur le nom, mais est-ce que normalement ce produit donne de tels effets? Absolument, absolument. Et ça se retrouve aussi dans les pharmacies? Oui, mais pas à dans les pharmacies, à des doses données sur prescription. On ne dit pas de prendre ça tous les jours. Lorsque tu le prends tous les jours, l'effet néfaste commence à détruire progressivement les organes jusqu'à atteindre, on appelle une intoxication chronique. En ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Ça t'emmène directement vers des cadres qu'on ne peut plus maîtriser. Donc, il a parlé, comment ça s'appelle, il n'arrive plus à uriner normalement, ça veut dire que le rein a pris un coup. Il a parlé, il a dit que, comment ça s'appelle, il ne voit plus, ça veut dire que au niveau de la rétine et le cristallin, ça a pris un coup. Sa chance, c'est qu'il a arrêté. Parce que quand on arrête, l'effet devient réversible. Bon. Par contre, s'il n'arrête pas, mais un jour, il ne pourra même plus se lever. Et les reins vont être bougés pour toujours. Et je ne pense pas que les émigrants aient les moyens d'aller faire la dialyse. Voilà. Donc, bon, c'est ça, en fait, Très rapidement, docteur. Oui, c'est un témoignage poignant, parce que tous les jours, comme je vous le disais, Madame Heureuse, tous les jours, les gens voient la mort. En croyant. Mais est-ce que vous êtes pharmacien, est-ce que aussi la faute n'est pas à votre niveau? Lorsqu'on on dit aujourd'hui à la population, sans pharmacie, tout ce que vous achetez qui n'est pas dans la pharmacie, c'est que, je m'exprime ici, c'est du faux. Désormais, allez dans les pharmacies. Nous allons laisser le côté où le médicament peut se retrouver en pharmacie. Mais est-ce qu'il n'y a pas le prix de ces produits-là, la disponibilité, l'accessibilité de la pharmacie? Je vais venir tout à l'heure sur les prix rapidement. Bon, très rapidement. Oui, très rapidement. C'est-à-dire que le produit dont il a parlé, je le cite parce que tout le monde connaît ça, c'est le tramadol. Je crois qu'il y a même eu des arrestations officielles. Le tramadol qui est sur le territoire, on a fait analyser ça. Vous savez ce qu'il y a dans le tramadol? Non. Il y a de l'héroïne et de la morphine. Que les gens les deux associés? Si. On a les résultats, nous autres. Donc, c'est une accoutumance qu'il avait et il a démarré pas se détruire, s'auto-détruire avec ses sous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas revenir sur les raisons pour lesquelles la population, malgré tout ce qu'on dit, il a des collègues qui décident quand même de toujours consommer. Là, c'est-à-dire que nous faisons toujours notre travail de sensibilisation. On fait le travail de sensibilisation. La marche que l'on fait, les conférences de presse que nous faisons. Mais est-ce que la marche résout quelque chose? C'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer. Je ne veux pas appuyer sur l'accélérateur. Vous avez dit que ce n'est pas un truc là. Bon, on va d'accord, oui. Mais il y a une absence de volonté politique. C'est ça le problème réel. Il faut que les autorités politico-administratives s'intéressent à ce problème. Mais on a quand même eu, vous parlez d'absence de volonté politique, on a eu des arrestations, des dramadols, vous en avez parlé, qui ont été saisis. On a procédé à leur destruction. C'est 11 mois après
après que l'Ordre national des pharmaciens du Bénin... 11 mois après. 11 mois que les gens sont allés, le chef de l'État est allé au port pour aller prendre les tramadol qui sont là. On se demande pendant ce temps-là, il y a des tonnes de médicaments qui se sont évaporés. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Si, nous avons toutes les preuves. Bon, cela n'engage que vous. Oui, nous avons les preuves. Et la commission même qu'on a créée pour travailler là-dessus, l'Ordre national des pharmaciens n'a pas été autorisé à travailler avec la commission. C'est nous qui sommes quand même experts du médicament dans le pays. D'accord. Bon, là, je vais poser la question, une dernière certainement, à Madame Toukourou. Nous avons eu l'appel de Cotonou. Aujourd'hui, avec la Fondation Chirac, le Bénin était au cœur du tout. 50 pratiquement signataires de cet appel-là. Comment la Fondation Chirac vous accompagne? Parce que certaines personnes disent que l'appel de Cotonou, ça a été juste un appel. Ça n'a pas eu son effet. Oui, bon, merci. Ça n'a pas été que juste un appel. C'est un engagement. Les chefs d'État, vous l'avez avec vous, ont signé, ont pris un engagement qu'ils vont tout mettre en œuvre pour éradiquer ce phénomène-là. Cet engagement n'est pas suivi d'action. C'est ça que nous dénonçons. Vous êtes pharmacien, bon, on dit souvent pharmacien, c'est un vendeur de médicaments, mais vous êtes aussi là pour préserver la santé. Qu'avez-vous à dire aujourd'hui à la population et surtout aux décideurs pour accompagner cette lutte afin qu'on puisse atteindre l'objectif escompté? Vous savez, un pharmacien, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui en train de faire ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes des agents de santé assermentés. Assermentés, oui. Nous avons fait de grandes études, nous avons juré, nous avons prêté serment de préserver et de travailler avec moralité, équité, de nous préoccuper de la santé de nos populations. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, ceux qui pensent que c'est pour nos tiroirs caisses, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison parce qu'il s'agit d'un médicament spécifique, d'un produit spécifique qui est au cœur de tout système sanitaire d'un pays. Sans les médicaments, il n'y a pas de guérison. On peut faire les diagnostics, on peut avoir des hôpitaux, mais sans le médicament, ou bien avec un mauvais médicament, la santé de nos populations est menacée. À l'endroit de la population, c'est de ne pas succomber à la tentation de dire les médicaments sont chers. La santé n'a pas de prix. Vous avez entendu le Zémédian tout à l'heure. Ce n'est pas comprimé qu'on leur vend. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et des produits prohibés. Ce n'est pas le cas aussi en pharmacie. On ne peut même pas lui vendre ça en pharmacie. Est-ce que vous voyez? C'est de la drogue. Et vous voyez le nombre de Zémédians qu'il y a dans la ville de Cotonou qui sont excités, qui sont discourtois. Vous voyez, c'est des gens qui sont... Voilà. C'est un drame. Imaginez toute cette horde de bras valides de notre pays qui vont se retrouver dans quelques années dans un état vraiment calamiteux. Les divorcés sociaux aussi viennent de là. Voilà, exact. Parce que pour aller commettre des larcins, des crimes, c'est des médicaments que ces gens-là prennent. Personne n'est à l'abri. Voilà. Vous nous avez dit que ce n'est pas un conflit d'intérêts. Un dernier mot, merci, en tout cas pour l'émission. Je voudrais d'abord dire qu'on a tout dit, mais on n'a pas parlé du facteur prix. Oui, bon, on a commencé par en parler, mais l'émission peut-être pour une prochaine fois. D'accord, moi je pense qu'il faudrait organiser une émission pour qu'on puisse parler du facteur prix et voir exactement, à quel niveau les gens peuvent agir pour baisser, pour qu'on ait une meilleure accessibilité. D'accord, merci beaucoup. Il faut le dire, chers téléspectateurs, ça n'a pas été facile d'avoir les médecins sur le plateau. Là, on a compris que parler de faux médicaments, ce n'est pas une question aussi simple. C'est très sensible et tout le monde n'aime pas se faire voir à l'écran pour parler de cela. Les intérêts aussi sont en jeu, il faut le reconnaître. Merci pour l'attention à nous accorder. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro du Forum du jour.